Alors, merci beaucoup. Ça s'en vient de plus en plus une autre énergie, quelque chose d'intéressant au niveau de la créativité, au niveau du talent. Je vous remercie beaucoup. Alors, ce soir, ça m'apparaît important. Vu qu'on parle de créativité, on ne peut pas dissocier le principe de créativité. Je ne peux pas le dissocier de la jouissance. Parce que on ne peut pas créer que pour créer. En fait, je pense que le peintre qui peint sa toile a une intention de faire passer un message. Mais quand on veut faire passer un message ou qu'on veut communiquer quelque chose, on veut le communiquer dans un but que ce soit un élément qui est jouissif. C'est-à-dire que tout est construit à partir du moment où on vient au monde, même à partir du moment en tout cas où on est allaité par la mère, il y a certainement quelque chose de jouissif, non pas nécessairement le fait de goûter le sein de sa mère, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais de prendre du lait, ça probablement qu'on le sait à quelque part à l'intérieur de nous. Donc, on ne peut pas vivre et se dissocier du plaisir. J'entends par le plaisir, au commencement de l'être humain, au début, comme étant une sorte de mécanicité qui permet à l'être humain d'établir en son centre quelque chose qui est déjà pur, qu'il doit rencontrer. Et cette pureté, pour moi, métaphysique, n'est possible que dans la mesure où l'individu s'anime vers son propre plaisir, pour commencer. C'est une phase très importante chez l'enfant. C'est une phase très importante chez le bébé. C'est une phase très importante dans l'affirmation de soi à l'adolescence. Ce qui distingue l'adolescence, peut-être, c'est qu'il traverse une phase narcissique où tout est axé sur lui en fonction de son bon plaisir, sans trop faire nécessairement attention au monde. Ça ne fait pas partie... Il s'apprête à aller vers le monde, mais il doit d'abord savoir qui il est. Et la rencontre avec soi, bien entendu, c'est une rencontre qui se fait dans la mesure où l'individu va rencontrer en lui-même ce qui lui fait plaisir. Autrement dit, ce qui lui tente, ce qui l'amuse. Et on pourrait dire que le monde devient une structure avec laquelle il va être en affinité pour aller chercher du plaisir. Au début, très jeune, ça peut être simplement avec son professeur, lui amener une pomme pour voir son professeur sourire. Hein. Si c'est une jolie femme, moi je me souviens très bien, quand on avait 10 ans, et même 9 ans, je me souviens du nom du professeur, qui est une très très belle femme. Et je me souviens lui avoir apporté une pomme, et tout le monde voulait lui apporter une pomme, parce que c'est une femme de 23 ans, qui était très belle, et qui s'appelait Lily Curion. Alors, Lily, on est là en 1961-62. On se souvient toujours de cette belle personne qui avait une Pontiac parisienne et que tout le monde sifflait à travers la clôture de la cour de récréation. C'est là qu'on apprend à avoir un certain plaisir. Je me souviens d'un malin plaisir, à un moment donné où elle sortait des toilettes et que son jupon dépassait. Je trouvais que c'était intéressant, d'autant plus qu'elle sentait un excellent parfum. Je lui dis, Madame Curion, je dis, votre jupon dépasse. Elle me dit, oh, merci de me l'avoir dit. Alors, j'ai pris plaisir à regarder dans ma vie les premières femmes, les premiers parfums. C'était une époque de beaux vêtements.
C'est une époque sophistiquée. C'est une époque où les gens prenaient plaisir à prendre le temps à devenir beau. Et où se maquiller, ou se coiffer, n'avaient pas les mêmes produits, les mêmes avantages qu'il y a aujourd'hui. Il y avait probablement moins de salons de coiffure. Se faire une manicure à cette époque-là, je pense que ceux qui se faisaient les ongles, là, se teindre les ongles, je pense que ça prenait 1 heure pour sécher dans les années 60. Aujourd'hui, on a des produits probablement nouveaux, je ne sais pas, mais ça doit prendre beaucoup moins de temps. Donc, c'est une époque de raffinement. Je me souviens de cette époque de beauté, de diversité aussi, de goût de la jouissance du début des années 60, où on avait des voitures extrêmement variées. Il n'y avait pas de voiture pareille. Les voitures ne se ressemblaient pas. Il y en a qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux. Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand ça frappait un enfant, ça le tuait. Ça ne faisait pas les choses à moitié. On se comprend, ça frappait. Parce que Yvon Deschamps, d'ailleurs, a fait un monologue là-dessus. En fait, c'était des pare-chocs à peu près de cette grosseur-là et de cette épaisseur-là. Il n'était pas question de bosseler sa voiture pour un enfant. Hein? Alors, valait mieux le tuer. Ce que je veux dire, c'est que c'est une époque qu'on a peut-être, à quelque part, à travers le cinéma, qu'on a peut-être un peu perdu, mais qu'on est en train de retrouver avec la jeune génération. Parce que la jeune génération, maintenant, des jeunes filles qui ont 21 ans, n'est pas la jeune génération de ceux que j'ai connus, où on ouvrait une porte pour faire plaisir et où on se faisait répondre, je suis capable de l'ouvrir tout seul. Aujourd'hui, le romantisme, on peut le voir à travers les films de Twilight, on peut le voir à travers plusieurs films. Les gens ont le goût de reprendre contact avec leur être dans le but de s'amuser, dans le but d'avoir du plaisir. Parce qu'il y a une fonction métaphysique au plaisir. Il y a souvent des gens que je rencontre dans leur vie qui me demandent tout va mal, qu'est-ce que je dois faire? Ma première loi est très simple. Ce qu'une personne doit faire lorsque plus rien va, c'est se reposer. Ça, c'est la première des lois. Il faut que le corps ait le temps d'aller chercher son énergie. La deuxième, de rien faire. Mais rien faire est un art. Rien faire dans ce que vous aimez faire. Vous savez ce qui m'intéresse, j'en ai déjà parlé à plusieurs conférences, donc j'y reviendrai pas. Mais vous devez trouver une passion tranquille. Une passion qui vous occupe dans la créativité, dans le mouvement magique de la créativité de l'être, qui vous permet de passer à un plan silencieux de la personne, où la personne s'efface et où l'être prend sa place, où les états d'âme se calment pour laisser la place à un état d'esprit, un état de sagesse intérieure non déterminée. Pourquoi qu'on ne peut pas la déterminer? Parce que cette sagesse intérieure, elle n'est pas déterminée dans le sens qu'elle avoisine l'absolu. Et plus vous avoisinez quelque chose qui est absolu, moins vous pouvez vous déterminer, moins la personne a d'importance. Parce que la personne est limitée face à l'absolu. La personne ne peut pas soutenir un infini. Elle est obligée de reculer. Alors, comment peut-elle transcender l'infini par la jouissance? Donc, la jouissance est un acte magique avec lequel, un individu
habite le moment présent en s'ajustant dans son corps, en équilibrant ses chakras, donc ses différents centres nerveux, et qu'il va commencer à établir avec lui une relation paisible, sécurisée, plaisante, et il va commencer, à l'aide de ce fin filament, à être soutenu par son propre absolu. Sans même s'en apercevoir, il va passer d'une personnalité limitée à une personnalité calme, mais avec un intérieur qui est tenu par un filament qui lui laisse entendre qu'il y a quelque chose au-delà de la personne, au-delà du moment présent, au-delà du fini de la personne, qui lui laisse suggérer une potentialité de son infini. Évidemment qu'on est en droit de se demander pourquoi une potentialité de l'infini. Et le pourquoi de la potentialité de l'infini se retrouve si on comprend le sens du mot plaisir. Parce que lorsque tu as fait un travail sur toi et que tu as atteint une certaine sagesse, c'est pas pour pleurer. Parce qu'il y aurait comme une espèce de contradiction. Une contradiction qui pourrait durer longtemps. Mais on peut pleurer longtemps avant d'atteindre la sagesse nécessaire qui nous permet de rire, qui nous permet de nous amuser, qui nous permet de transcender la personne, qui en fait n'est rien. La personne est une idée maintenue par l'ego, maintenue par une interprétation de soi auto-hypnotique. Si vous n'avez pas dans votre vie installé un but qui s'appelle la jouissance, si vous n'avez pas installé dans votre vie un but qui s'appelle... si vous n'êtes pas attiré vers ce jeu qui s'appelle l'absolu, vous ne pouvez pas vraiment comprendre que la structure de l'univers dans lequel nous vivons est construite sur une énergie qui cherche à se comprendre, sur une énergie qui cherche à se fonder sur le plaisir. Et que le but ultime de la divinité en soi est d'atteindre une jouissance sacrée. C'est-à-dire un bien-être absolu, une transcendance qui est la certitude de son éternité, d'un tout le temps, qui se situe dans un plaisir éternel. Ça ressemble un peu à l'idée que l'on se fait du paradis terrestre. Je ne crois pas qu'on peut s'enfermer dans un enfer, sauf à moins d'avoir pratiqué fort. Il y a des gens qui arrivent, qui n'ont pas réussi à accepter l'idée qu'ils sont faits pour être heureux. Alors, je vais vous montrer cette opposition-là parce qu'elle est très importante. On comprend le plaisir par l'opposition. Quelqu'un qui, par exemple, a eu des parents très religieux, très chrétiens, avec beaucoup d'interdits, dont les grands-parents, c'était encore une fois beaucoup d'interdits, sont des gens qui risquent de créer des enfants. On va se situer dans les années 40, là. Des enfants qui, de génération en génération, depuis 200 ans, sont construits sur une valeur hypnotique que souffrir, c'est normal. Que travailler très fort, sans être créatif, c'est-à-dire uniquement de la survie, c'est normal.
Je parle donc des premiers fermiers qui devaient travailler des 74 heures par semaine, voire même 80 heures par semaine, et certains encore plus. Il y a eu donc une époque, dans les années 1800 et 1900, où la Terre au complet, regardez le mécanisme, la Terre, au cours des années 1800 et au début de 1900, mais tout le long de 1800 et de 1900, les gens étaient marqués mondialement par un esprit de sacrifice. Et tous les gens de tous les pays du monde travaillaient des 90, 100 heures par semaine. Que ce soit au Chili, que ce soit des gens en Angleterre dans des mines de charbon, le travail était dur. C'était dur. Et quand l'industrialisation a commencé, ça allait dans une optique de très grande difficulté. Il n'y avait pas de place pour le plaisir. Les gens se saoulaient à mort, ils allaient avec une putain, puis ça s'arrêtait là. C'était triste. C'est une période où les gens n'arrivaient pas du tout. C'est-à-dire que les gens qui vivaient dans des châteaux avaient un certain plaisir. On se comprend dans les châteaux romantiques, là, dans les années 1700, 1800. Mais moi, je ne parle pas de ces gens-là qui étaient dans la bourgeoisie, le pape et sa cour. Je parle du monde, des peuples. L'Angleterre, l'Espagne, entre deux guerres civiles, entre des guerres, entre des nations. C'était des gens qui souffraient énormément. Donc, il y a eu, pendant 300 ans, une période anti-jouissance qui a été occasionnée par le christianisme. La place que le christianisme a pris à travers le monde. C'est-à-dire qu'avoir du plaisir n'était pas une autorisation. Jouir n'était pas quelque chose de bien vu. Il faut attendre un mouvement de révolution française. Ça, c'est tout le tout début du tout début. Là. Il faut attendre quasiment 200 ans pour commencer à voir apparaître dans le monde que le plaisir n'est pas fait en fonction uniquement de ceux qui sont riches, que c'est pas fait uniquement en fonction des autres. Mais n'oubliez pas que dans la province de Québec, jusque dans les années 60, dans les cantons de l'Est, tu avais des curés qui allaient voir les femmes pour leur dire « Madame, vous avez seulement 13 enfants, là. Vous êtes bon pour nous en faire encore un autre cette année. » Alors, ça a créé des femmes masochistes qui ont mis au monde des enfants masochistes. Et avec une... Là, je parle du Québec des années 50, là. Dans le temps de Donalda, puis de la télévision noir et blanc. Là. Ça commençait à ce moment-là. On avait encore des curés qui visitaient dans les cantons de l'Est, et même en Europe. C'était la même situation. C'est très, très, très récent chez l'être humain. Je dirais que ça a commencé quasiment avec les années 60. Mais il y a eu des mouvements d'arrêt en France, comme les années folles, entre deux guerres. Pourquoi? Parce qu'entre deux guerres, j'ai sacrifié la Première Guerre mondiale, donc je vais me permettre du plaisir, parce qu'un sacrifice a été fait. Ensuite, tu as eu la Deuxième Guerre, et après la Deuxième Guerre, tu as eu, dans la collectivité du monde, à la suite de centaines de millions de morts, la décision collective de dire maintenant que nous avons expiré en nous une forme de culpabilité, nous méritons d'avoir du plaisir. Et on a eu les années 50, l'explosion d'une créativité fantastique, et on a finalement connu les années 60, qui étaient la suite des années 50, la suite d'Elvis Presley, que tous ces gens-là avaient déjà fait énormément de place. Il faut comprendre que des femmes comme Marilyn Monroe ont fait plus pour le féminisme qu'une féministe, que les féministes qu'on peut rencontrer qui sont enragées. Pourquoi? Parce que
ont placé au pouvoir la beauté de la femme qui allait prendre sa place. Mais pas n'importe quel type de femme. La femme au gros sein des années 50 représente la mère nourricière de la Terre. Donc, c'était la période des fameux baby boomers. Et c'est pour ça que les femmes au gros sein étaient vues comme étant la prospérité. On ne va pas manquer de nourriture avec des seins pareils. Donc, tout était axé sur ce qu'on appelle la femme productive. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à entrer dans le mouvement du pouvoir féminin. Il est bon de connaître à quel moment que le judéo-christianisme a commencé à briser, à casser. Même, j'ai entendu dire qu'un pape a démissionné. Ça casse, comprenez-vous? Ces périodes n'autorisaient pas le plaisir. C'est seulement que dans les années 50, ça a commencé en Californie, qu'on a commencé à introduire la beauté, la libération sexuelle, l'idée du plaisir. Mais une chose ne peut pas s'installer en Californie sans qu'elle s'installe au Québec et sans qu'elle s'installe dans le monde au complet. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de mémoire akashique de l'humanité auxquels on est dans l'emprise. J'appelle ça l'emprise du mal. Parce que ce qui est anti-plaisir collectif, c'est le mal. C'est l'ombre de notre divinité. Et l'ombre de notre divinité, je veux dire par là, par opposition au tout, je veux dire que ça représente une forme de néant. On en sort. Alors, on arrive dans cette société aujourd'hui où les gens commencent à envisager en eux, depuis environ maintenant 30 ans, les transgressions de la forme. On a vu l'Église partir, s'envoler au vent. On a vu les gens quitter les églises dans les années 60, 66, 67. C'était fini. Sauf peut-être dans quelques petits endroits de la campagne. Mais à Montréal, ça s'est produit à ce moment-là. D'une manière collective, d'une manière globale. Et là, c'était bois ton lait comme ça te plaît, qui était une devise d'un commercial à la télévision, qui voulait dire on est très proche d'un mage de la magie noire d'Aleister Crowley. Vis comme tu le veux. On est très proche ici d'une société qui va passer à la transgression et qui va se donner enfin le plaisir. Donc, au niveau de l'inconscient collectif, on assiste à l'effondrement j'essaie de trouver le mot exact. On assiste à l'effondrement de de l'effondrement du masochisme. On assiste à l'effondrement des formes anti-plaisir. Et on veut voir la vie en couleur. Et je me souviens des années 70, des années 60, il n'y a pas de limite dans les excès. Pour les gens qui l'ont connu ou vécu, il n'y a pas de limite dans aucune forme d'excès. Ça y va par là. Mais ce n'est pas suffisant quand on n'a pas une compréhension des phénomènes occultes, on n'a pas une compréhension des phénomènes mentaux, qu'on ne peut pas mentaliser ces différentes périodes-là, ces différentes époques-là. Il est difficile de se saisir quand on commence à entrer dans l'infini, puis qu'on se dit « Sky is the limit », qu'est-ce que tu vas faire avec? Quelle direction vas-tu prendre au niveau de ta créativité? Maintenant que tu as été un prisonnier et que tu as défoncé la porte de prison, il y a deux choix.
ou tu te donnes la liberté, ou alors tu essaies artificiellement de te créer d'autres interdits. C'est ce que les journaux tentent de faire. C'est ce que la loi générale au Québec, c'est ce que dans le monde, on tente de faire. On essaie de créer des interdits parce que Dieu, avec ses interdits, est mort. Je parle de Dieu au niveau de la forme. Et on essaie de créer en soi une sorte d'inconscient d'interdit. Mais ça ne fonctionnera pas. C'est là que la métaphysique entre en jeu. Parce que la fonction de l'infini, le but d'être, est construit sur la transcendance de passer d'un niveau de conscience à un autre pour jouir plus. Donc, la conscience n'est pas une mécanique qui permet d'acquérir une sagesse, qui permet d'acquérir un savoir, qui permet d'acquérir une expérience, juste pour acquérir une expérience. Le but fondamental de l'acquisition de cette expérience est de goûter à une nouvelle forme de jouissance, qui peut être tantôt physique, qui peut être tantôt spirituel, et qui peut être tantôt majestueusement incompréhensible. Parce que l'entendement de cette jouissance ne peut pas être saisi. Il fait déjà, nous faisons déjà partie de l'infini, de l'insaisissable, de ce qui nous dépasse, de ce que nous ne pouvons pas prendre avec nous, parce que ça nous devance, parce que c'est en avant du processus de la capacité de réduire l'expérience mentale à essayer de comprendre un plaisir qui est divin. C'est quelque chose d'autre, jamais expérimenté sur Terre, même pas sur la Lune. C'est un autre niveau. Je fais juste une parenthèse en ce moment. Oui, tout est axé vers une beauté extrême. Chez les jeunes femmes et dans les magazines aussi, chez les jeunes hommes qui se font épiler. En fait, bref, vous connaissez tout. Tout ce qui va avec ça, ça n'arrête plus. On n'aurait pas pensé ça il y a à peine 15 ans, hein, se faire enlever les poils du torse. En tout cas, bref, ça n'arrête plus. Mais au-delà de ça, si tu ne te donnes pas un être, il n'y a rien. Il faut que tu te donnes un être pour te donner un chemin, pour te donner une direction, pour te donner une créativité qui permet, dans la transcendance, de rendre l'invisible dans le visible, qui donne un mouvement de construction, de faire passer l'invisible au visible à travers la jouissance, à travers la jouissance des sens qui appartiennent au corps. Que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, que ce soit le toucher, ça met en vibration. Autrement dit, une plante dans votre cuisine fait partie de l'être. Parce qu'elle est là, pour rien, mais elle représente dans son pot un absolu de saveur, de couleur, qui se donne au monde, qui veulent bien prendre quelques minutes pour la regarder. Vous imaginez, lorsque tout va se mettre à fleurir, que ça va se mettre à sentir des odeurs intéressantes, des belles fleurs, que les gens vont commencer à planter partout. Ces choses, elles sont faites pour avoir du plaisir. Elles sont faites pour jouir tout le temps. Comprenez-moi bien, là.
La fonction première de l'existence de l'être humain sur Terre, c'est le plaisir. La première sagesse fondamentale de l'être humain sur Terre, c'est d'accéder à ce plaisir-là. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas l'esclavagisme déguisé. Parce que l'esclavagisme déguisé, c'est la fin du 19e siècle. C'est l'agonie du début du 20e siècle, où tous ces jobs plates seront remplacés par des machines. Comprenez-moi bien, je ne vais pas y aller avec des gants blancs aujourd'hui. On n'est pas fait pour faire des choses plates, faire syndiquer. On est fait pour être des créateurs, des innovateurs. Pas d'attendre de recevoir une montre en or qui nous dit, regarde, là, il te reste tant de temps avant de mourir. C'est pas comme ça qu'on fonctionne au niveau divin. Évidemment, je ne veux pas que vous changiez de travail demain, sauf que je parle et que je place en vous une semence de créativité. Et si vous avez une occasion, une faille positive dans laquelle vous pouvez dire « je vais m'y glisser », vous n'oublierez jamais, après avoir entendu cette parole, un plaisir si vous avez l'occasion de sauter dessus, de le prendre, d'embarquer sur ce cheval. Vous allez vouloir faire un tour. Vous n'y manquerez pas. En fait, fondamentalement, l'être humain n'est pas fait pour souffrir. En aucun temps. Et rien au monde ne le justifie. L'être humain n'est pas fait pour ça. Point à la ligne. Et plus la vibration elle est basse, plus les gens travaillent dans des choses qui sont abrutissantes, ahurissantes, difficiles. Évidemment, je ne veux pas vous suggestionner pour quitter votre job demain. Je veux simplement vous expliquer que je ne passerai pas à côté de ces 300-400 ans, 6000 ans de souffrance et de ces 6 derniers siècles médiévales d'autoflagellation et d'esclavagisme déguisé. Parce que ça en est. On a créé des machines pour faire des jobs plates. C'est pas ça qu'on fait. On congédie 150 personnes, puis on donne aux 150 qui restent, puis vous allez faire la job de 24. On tue des gens. À 40 ans, ils sont morts. Ils sont usés. Ils sont vidés. Voilà l'esprit des corporations. Lorsque vous passez à la conscience, lorsqu'un être humain s'aperçoit de la valeur de sa vie, de la valeur de son intelligence, il ne peut plus adhérer à ça. Mais avant de ne plus adhérer à ça, il faut qu'il connaisse, il faut qu'il sache en lui la force du plaisir, la magie de la jouissance. Parce que si ce n'est pas une semence qui est déjà en lui, il ne verra pas l'occasion que la vie n'est pas faite pour la souffrance. Aucune. Combien de fois j'entends des gens me dire « Mon chum est parti, ça ne va plus. Ma chum est partie, ça ne va plus. » C'est passé, ça, pour souffrir. C'est des moments de vie où vous avez rencontré des professeurs intéressants, puis vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais il y a des gens qui suicident. Par manque de centricité, par manque de force intérieure. Il faut donc cette germination du goût du plaisir. C'est une auto-proclamation de sa propre divinité. C'est une
proclamation de sa jouissance. J'ai le droit de non seulement vivre, c'est pas assez. Je suis fait pour jouir, je suis fait pour m'amuser, je suis fait pour crier, je suis fait pour faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je suis fait pour être. Ça vous casse une habitude mentale. La majorité des gens ont tendance à résoudre le problème d'une très, très étrange manière. Lorsqu'ils approchent de leur retraite et qu'ils ne savent pas quoi faire, ils arrivent qu'ils se suicident par un accident. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à 60 ans qui meurent. Puis il y en a encore plus à 65 ans, dans toutes sortes de circonstances puis d'accidents étranges. Puis il y a beaucoup de gens qui meurent les semaines qui suivent leur retraite. Ou qui ont des malaises, parce qu'une culpabilité fondamentale les habite. Ils n'ont pas le droit de jouir. Ils n'ont pas le droit de se faire plaisir. Ils n'ont pas le droit d'être bien. Parce que tu ne peux pas passer toute une vie à pratiquer, à devenir un esclave et à t'arrêter subitement, sans penser que ce que tu as gardé en toi comme poison pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans ne te tuera pas. Ce que tu es maintenant est la cause de ce que tu seras. Maintenant, fabrique le futur. Vous allez me dire que vous travaillez dans des emplois qui sont difficiles. Je vais dire, c'est correct. Ne nous énervons pas. C'est correct. Mais préparez-vous à vous débarrasser aussi de votre culpabilité. Parce que si vous ne vous en débarrassez pas, elle va faire des ravages. Vous ne pouvez pas jouer sur deux plans. J'ai hâte à ma retraite. Ça fait passer le temps vite. La seule raison pour laquelle j'ai pas hâte à ma retraite, c'est que j'ai jamais travaillé. Je suis un créateur. Je m'amuse. C'est pas la même chose. Mais c'est pas le cas pour la majorité des gens. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'arrivez pas à vous débarrasser à l'intérieur de vous à cette chose vicieuse, qui est une sorte d'angoisse, d'implosion, de refus de soi, de peur de ne pas être accepté par sa mère, son frère, sa sœur, les mononcles, les matantes, les amis, les gens qu'on a connus. Si vous ne vous apprêtez pas à vivre à une hauteur qui est himalayenne, à une hauteur qui est vertigineuse, à une hauteur que les humains ne vivent pas, c'est pas mêlant, là, le mot est là, que les humains ne vivent pas, vous allez périr. Parce que les humains, en règle générale, sont faits pour périr tôt et ont toutes sortes de maux. Et ce n'est pas nécessairement parce que ça vient avec le corps qui s'use. J'envisage le corps comme étant une représentation des matériaux constitués par ma pensée. Alors, ce que je veux dire, c'est je ne vis pas dans un corps qui est construit de matière, mais plutôt de pensée. Et votre corps, c'est de la pensée. Vous êtes assis sur une chaise pensée. Et nous vivons dans un monde imaginaire. Pensée. C'est-à-dire que tout commence par une sorte de feuille blanche. C'est un monde qui a été réfléchi, conceptualisé. Évidemment, vous allez me dire, mais Normand, qui fera les jobs plates? Des machines? Des machines! Il ne faut pas avoir peur des machines. On a quitté l'époque du pic puis de la pelle. On a maintenant des machines.
Des robots! Il y a des gens qui ont peur des robots. Dans la science-fiction, on diabolise les robots. Ils vont nous remplacer. Et va-t-il y avoir une journée où ils pourraient se débarrasser de nous? Oui, la journée où vous aurez plus d'être, plus envie de vous amuser, ou que vous n'aurez plus le goût du plaisir, et ils finiront bien par vous démolir tellement que le monde va être plate. On a peur, depuis 1920, dans la science-fiction, on a peur des robots. On a peur qu'ils nous remplacent. C'est grave. Et savez-vous pourquoi on a peur que les robots nous remplacent? Parce qu'on est des machines. Parce qu'on pense comme des machines. Parce qu'on agit comme des machines et qu'on se sent remplaçable. Mais pas quand tu veux au niveau de ton être, pas quand tu veux au niveau de ton absolu, pas quand tu vis au niveau de ton intelligence, pas quand tu vis au niveau de ta divinité. Tu es irremplaçable. C'est à ce moment-là que tu cesses de devenir une machine. Et que tu passes dans la dimension de la créativité, c'est à ce moment-là que tu passes dans le sens du plaisir. Une machine ne s'amuse pas. Elle fonctionne. Nous utilisons les machines pour nous amuser. Mais en soi, un Pentium ne jouit pas. Un CPU ne jouit pas, même s'il s'appelle R2D2. Il n'y a pas plus de fun que ça. Il machinise. Il existe dans son existence électronique. En fait, il n'a pas d'âme. Nous, on a une âme. On a un esprit. On n'est pas des machines. On n'est pas des esclaves. On n'est pas de la chair à canon. On n'est pas de la chair à la guerre. On l'a cru jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Le monde, mes chers amis, c'est de la merde. Ça n'existe pas. C'est rien. C'est du néant. Lorsque je regarde des images de guerre, j'ai une très grande colère en moi parce que cette colère, c'est comment ont-ils pu, par tort, croire en un personnage comme Hitler, croire en Napoléon, croire en Staline. Comment ont-ils pu se nier jusque-là? Comment ont-ils pu? Comment peut-on être aussi têteux et encore aujourd'hui? On donne des milliards de dollars à l'armée. Rien à la médecine. Rien à la parapsychologie, ou très peu. Rien. Mais pour les guerres, mes amis, pour les guerres, il n'y a aucun problème. Pour des machines de destruction fantastiques, des drones, des ci, des ça, tout ce qui peut tuer quelqu'un, là, et le faire éclater en petits morceaux, pour ça, on va le mettre le milliard de dollars sur la table. Comprenez-vous, cette espèce de vice? Je ne peux pas y adhérer. Pas plus que je vais adhérer au marché du travail. Je ne suis pas marchandable. Je ne suis pas une marchandise. Je suis une peinture. Je suis une invention en colère qui sort d'un mur ou d'une toile, qui prend forme, qui s'anime. Je suis une couleur qui s'agite. Et j'éclabousse. Dans mon infini, je m'exprime. J'éclate dans l'infini du monde. Pour qu'enfin, ce qui est en noir et blanc puisse passer en couleur. Et cette couleur, je la représente comme étant des formes de jouissance. Un peu comme ce film en noir et blanc où les individus, tranquillement, commencent à être. Et lorsqu'ils passent à l'être, en se grattant la peau, ils découvrent qu'ils sont en couleur. Le film en anglais s'appelle Pleasantville, je crois.
Et à un moment donné, tu as une dame qui est complètement en couleur et qui s'aperçoit qu'elle n'aime plus son mari. Et elle est bannie de la ville. Ça se passe en 1950, dans un téléroman noir et blanc. Style Papa a raison, là. Où tout est correct, où tout est parfait, mais il n'y a pas d'être. Où tous les êtres sont une fonction. La femme au foyer, l'homme au travail, les enfants qui ont 100% à l'école. Ils fonctionnent, mais ils sont inanimés. Ils existent, mais ils ne vivent pas. Ils n'ont pas une individualité personnelle, ils ont une individualité collective. Bref, ils sont plates, ils sont en noir et blanc, ils sont gris. Puis quand ils passent à la conscience, ils deviennent de la couleur et tout le monde a peur. Les gens reculent en se disant « de la couleur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais vu! » Et les gens partent à crier dans les rues ou veulent encore les tuer, les massacrer, parce qu'ils sont différents. Parce qu'ils sont passés de la personne à l'être. Ils sont passés de la personne avec une âme. Ils sont passés du néant, ils sont passés du gris, ils sont passés de l'inexistence au pouvoir de décider de l'orientation de leur vie. Et que cette orientation de leur vie est construite sur le plaisir. C'est ça qu'on découvre dans Pleasantville. Le premier plaisir qui éveille cette femme, bien entendu, dans le film, c'est qu'elle rencontre un homme avec lequel elle fait l'amour. Puis là, après, des couleurs. Parce qu'elle se découvrait une jouissance qui ne relevait pas d'une construction monochrome, d'une relation monoplate. Vous comprenez? J'arrive à parler de ces choses-là et de là en arriver presque à en perdre la voix. Vous voyez un peu l'importance qu'il y a dans ce tissu du plaisir du moment présent, la substance de l'éternité, la compréhension d'un univers quantique, la compréhension d'un infini, la compréhension d'un univers qui est en vous et à l'extérieur, comme pour reconnaître en vous le goût d'être infini, divin, absolu, illimité, loin de l'idiotie de la forme, de ce qui fut utile au développement du néant pendant des millénaires. C'est sortir du néant. Maintenant, les équations sont très faciles à comprendre ici. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'angoisse? Simplement quelqu'un qui se retient quand le plaisir se présente. Il ne se sent pas à la hauteur. Il ne se sent pas correct. De s'autoriser à vivre son infini. Ça, c'est l'angoisse. C'est une névrose. Je suis arrivé à la barrière de l'infini, mais j'ai terriblement peur parce que je n'ai pas de référence. Et est-ce que je pourrais me l'autoriser? Est-ce que j'ai le droit de savourer ce fruit? On ne me l'a pas dit. Personne ne m'a donné une permission. C'est un endroit, c'est une ville où les panneaux sont blancs. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a pas de feu vert. Mais il y a juste une pancarte. Et c'est écrit « Liberté ». Pour l'éternité.
C'est très angoissant. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à vivre dans la latitude, dans la flexibilité de son corps, dans la flexibilité de sa pensée. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui n'ont pas ce genre de liberté vont à la pharmacie prendre des comprimés pour être capables de lâcher leur caca. Ils sont constipés, ils sont barrés, ils sont bloqués. Ils ont de la retenue, mais ils en ont un petit peu trop, comprenez-vous? Déposez ça ici. Ils ont une sorte de retenue. Ils se crispent. Ils durcissent. Ils développent des maladies. De l'acidité qui va venir ronger leurs os bien avant la mort. Alors, quand tu penses étroitement, tu vas chercher en toi des énergies qui te grugent. Si tu ne te permets pas de passer à l'infini, si tu ne te permets pas de passer à cette expérience-là, si tu ne te décides pas à passer à cette expérience-là, c'est que tu décèdes. Mais ça va être un des deux. Rendu là, il y a la confrontation avec les démons. Les gargouilles, qui sont à l'entrée des endroits à Paris. Vous savez qu'il y a des monstres. Il y en a deux. Puis la porte est bien petite. Qu'est-ce que ça veut dire, les gargouilles, dans la mythologie? Ils avaient comme pour fonction de dévorer les entrailles des gens qui n'étaient pas prêts à sentir assez pur, assez divin pour pouvoir entrer dans le temple. C'était la fonction des gargouilles. Ils avaient une fonction purificatrice. C'était ce qu'on appelle des doormen. Mais quand tu te sentais peu, tu pouvais entrer et les gargouilles te laissaient passer. Écoutez, mes amis, je regarde sur l'Internet aujourd'hui et j'assiste à un étrange phénomène. Il y a des animaux, là, des tigres, des serpents, des monstres mangeurs d'hommes, des bébites qui font pouf, qui gonflent, puis qui sont censés te sauter dessus. Plus je regarde, en Australie, j'ai regardé un document cet après-midi, il y a des gens, des hommes et des femmes qui s'amusent avec ces monstres-là, qui ont réussi à apprivoiser des Tasmanian Devils, qui apprivoisent des tigres, ils apprivoisent des lions. Le lion, il est tellement apprivoisé que quand il voit les deux frères, ils se mettent à pleurer toutes les trois, là. Les deux frères puis le lion qu'ils ont élevé. Puis qui se sont perdus de vue pendant 10 ans de temps. On a une relation avec des animaux dangereux qui sont maintenant rendus des animaux domestiques. Il en connaît un, là, cet après-midi, là, il pogne un alligator, il ferme la gueule, l'alligator s'entoure autour, puis finalement, il se met sur un petit alligator, là, un bébé alligator. Il se met sur le bras, là, puis il dit, ferme ta gueule, puis reste tranquille. Les animaux ressemblent. Ils ne peuvent faire autrement que de s'incliner. Mon écureuil, cet après-midi, j'y ai parlé. J'ai dit, écoute, toi, là, celui qui a un scratch, là, si c'est toi, parce qu'il est à loin, là, sur le dos, là, j'en ai des graines de tournesol si tu veux venir. J'en ai pour toi. Puis ça n'a pas pris 5 minutes, il était déjà là. C'est tout, parce qu'il reconnaît ma voix, les graines de tournesol aussi. Et je le flatte, en les oreilles, un peu partout. Puis j'ai dit, maintenant, faites beau, je vais te photographier. C'est comme ça. Mais je commence à approcher ces bestioles-là en me disant, mon Dieu, je vais me retrouver à l'urgence, une piqûre pour le tétanos, une piqûre pour la rage, puis une autre pour le frère André. Je n'en sortirai pas.
Je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas penser en termes de crainte. Donc, la relation avec les animaux change, se modifie. Bien, les animaux, c'est la même chose avec les êtres humains. Quand tu changes, les êtres humains changent. Ils se transforment. Parce que les êtres humains sont des machines sympathiques. Puis quand ils passent à la conscience, ils cessent d'être machinal. Pour devenir humains. Puis quand ils ont fini d'être humains, ils deviennent divins. On vient des étoiles. On vient de l'infini. Pourquoi serais-je fini? Pourquoi aurais-je une fin? Nous vivons dans un univers infini. Parce que nous sommes hypnotisés par une job plate, c'est pas une bonne réponse. Parce que votre patron vous l'a dit, c'est pas une bonne réponse, ça. Je le dis, encore une fois, ce travail, c'est l'ancêtre de l'esclavagisme. Ça va disparaître. On est fait pour le plaisir. On m'a parlé durant les années 60 et je n'ai pas halluciné. On m'a parlé de la fameuse Société des loisirs. Et dernièrement, tu as eu un petit maudit ministre qui est venu dire que les Québécois travaillaient pas assez. Mais Cristobal, on est ceux qui travaillent le plus au Canada, pour le moins. Et tous les prix augmentent. Après tout, pensez-y. Plus vous travaillez fort, plus vous vous achetez des grosses affaires. Plus vous vous achetez des grosses affaires, plus ça coûte cher. Plus ça coûte cher, plus tu es hypothéqué. Plus tu es hypothéqué, plus tu es obligé de travailler fort pour payer tes maudites hypothèques. Fait qu'en bout de ligne, tu vis d'un gros château névrosé que les 3/4 des pièces ne t'occupent pas, mais que tu es obligé de passer ton temps à nettoyer, puis à entretenir la maison de schizoïde. Tout ça parce que tu as suivi un maudit système, mais pas toi. Puis tu passes ton temps là, à entretenir ça les fins de semaine. Fait que, où est ton temps? Il n'y en a pas. Ben non, ça serait bien trop épeurant. Tout d'un coup que j'aurais du temps, que m'arriverait-il? Tout d'un coup, mon cerveau se mettrait à réfléchir. Que m'arriverait-il si je commençais à avoir du temps? Je pourrais penser. Je pourrais faire ce que j'aime. Plus qu'une fin de semaine, plus qu'une semaine ou deux par année. Voyons. Je suis désolé pour tous ceux qui vont partir en vacances bientôt, mais c'est une connerie monumentale. On ne peut pas partir pour s'amuser seulement qu'une semaine ou deux en disant « Oh, comme j'ai passé des belles vacances ». En moins de dormir tout le temps. Je suis d'accord. Dans ce sens que si la personne dort tout le temps, elle récupère son année. Remarque, ça coûterait moins cher, ça dormait à Montréal, mais... Vous allez comprendre que je n'ai pas le contrôle là-dessus. Parce qu'on peut revenir des vacances bien plus fatigué que quand on est parti. On fonctionne à l'envers. En fait, on est hyper occupé parce qu'on s'interdit de s'affronter, parce que si on se verrait réellement, on dirait, c'est une vie qui n'aurait pas de sens. Si je devais me rencontrer, qui suis-je? Je serais perdu dans mon néant. Tout d'un coup, je me mettrais à sentir quelque chose qui est près de l'absolu. Quelque chose qui me fait très peur. Tout d'un coup, je me mettrais à entrer dans du paranormal. À traverser la porte des perceptions sans drogue. Tout d'un coup, que j'aurais le goût de faire du yoga.
Oh, pire que ça encore. Oh, il faut pas que j'y pense. Il faut pas que j'y pense. Tout d'un coup, j'aurais envie de tromper mon mari. La même chose pour un homme. Tout d'un coup, que je rencontre une belle personne et je me laisse être. C'est pas permis. Parce que notre société fonctionne comme des alexandrins. 2 par 2. Ils iront comme des alexandrins et des bœufs. Moi, toi, toi, moi. Ce que j'appelle le couple par opposition. Mettez un 3 là-dedans puis un 4, vous allez voir que ça va brasser pas mal. Mais c'est pas dans les normes. C'est dans le paranorme. Mais c'est pas dans les normes. Est-ce que vous vous imaginez qu'un individu qui se donne la liberté ne se donne pas des limites? Mais ça ne veut pas dire qu'il va tromper sa femme s'il est bien avec elle. Mais je peux vous dire ceci, et je m'en suis rendu compte en consultation, quand je dis la vérité, honnête, et que je parle avec une très grande transparence, si t'es pas bien avec quelqu'un, j'accélère le processus. Parce que le but de la conscience, c'est d'accélérer le processus de ce qui ne va pas pour y installer le processus de ce qui va, de ce qui fonctionne, pour arriver à vivre la magie. Parce que ça presse. Si tu ne l'atteins pas dans ta vie, maintenant, peux-tu l'atteindre un jour? Nous sommes seuls, mes chers amis. Nous sommes seuls. Les gens que nous connaissons finissent par nous quitter, mourir. Même notre chien qu'on a tant aimé ou notre chat qu'on a tant aimé partira un jour. Rien ne peut nous rendre vraiment heureux dans la permanence, sauf nous-mêmes. Puis si on n'a pas installé en nous cette sagesse-là, les choses, les événements, les êtres chers de notre vie nous trahiront tous parce qu'on ne peut pas compter sur eux. Parce que le monde n'a pas de permanence à nous donner. La seule personne, le seul être qui peut vous donner cette permanence du bonheur, c'est vous. Vous pouvez l'acquérir et ensuite partager cette permanence du bonheur avec un autre. Mais je ne parle pas ici d'une névrose, là. Je parle d'être évolué, conscient, déjà en couleur, déjà passionné. Vous êtes libre et vous rencontrez quelqu'un de libre. Est-ce que vous croyez que vous avez envie de transformer l'autre en un prisonnier ou une prisonnière? Être jaloux? Non! La jalousie est un manque de soi. Puis c'est des gens qui sont en association, puis là, ils développent une peur épouvantable. Là, tout d'un coup, elle me quitte, puis un jour, elle va partir, parce qu'elle va être pas mal écœurée. C'est ce que j'appelle le maniaco-dépendant, la personne qui est la dépendance affective. Quand on est tout en soi, on ne peut pas dépendre de personne, mais on a du plaisir à être complice avec quelqu'un pour le plaisir. Parce que nous sommes construits en fonction de nous associer
avec l'infini, qui peut être représenté par l'autre. Comme si elle était témoin de mon infini, comme si moi, j'étais le témoin de son infini. Là, ça commence à être éveillé. Mais en dehors de ça, c'est de la routine. C'est du caca de taureau. C'est rien. Alors, je vous explique simplement un peu comment les gens vivront dans 50, 60, 70 ans. Et il y a des passages que je ne vous explique pas parce que je ne veux pas vous brusquer. Parce que laissez-moi vous dire une chose, je vois. Et je vois très bien. Je ne parle pas de météorites qui font sur la Terre, là. Je parle juste de révolutions qui vont venir au niveau de la sexualité, et même en 94, j'en parlais même pas. Nous vivons dans un monde qui est en changement extrêmement rapide, là. Puis je vais vous dire ceci, dans 10 ans, ça va être totalement autre chose. Je vois passer la mode du féminisme québécois. Je vois passer la mode des machos. Moi, je vois une mode de gens qui fonctionnent ensemble parce qu'ils sont heureux. Je vois ça passer vite. Je vois ça comme étant des modes ou un mal nécessaire qui a été très utile au Québec puis dans le monde. Mais à un moment donné, là, il faut que la femme redevienne femme. Il faut que l'homme redevienne homme. Au sens de la pureté. Mais avec un plus qui est celle de l'ange, de la douceur. C'est pas vrai que les gens communiquent. C'est du vide. Ma foi, c'est aussi vide que Facebook. C'est rien. Ce sont des pixels. C'est rien. C'est de l'électronique entassée dans de la mémoire flash. Ça ne vaut rien. C'est bon pour les affaires. Mais c'est pas là qu'on rencontre l'amitié. Il faut être un adolescent attardé ou peu expérimenté pour croire des choses comme ça. Lorsqu'on est le monde, il apparaît. Lorsque l'on est, le monde se présente. Lorsqu'on est présenté à soi-même, le monde se présente. Parce que le monde est la suite de ce que je suis et de ce que vous êtes. On pourrait dire que nous sommes tous interreliés par un fin filament invisible qui construit le monde. Si vous arrivez à ne pas oublier l'essentiel, la jouissance, le plaisir du regard et de la chose la plus violente au monde, c'est pas une guerre. La chose la plus violente au monde, je l'ai trouvée quand j'étais très jeune, c'est la beauté. La beauté. Parce qu'une fois qu'on a vu la beauté, on n'arrive plus à la sortir de notre tête. On est à sa recherche, matin, midi, soir, dans la nuit. On est à la recherche de la beauté qu'on a vue. Tantôt on veut la devenir. Tantôt, on veut la posséder. Tantôt, on veut la vivre. Mais c'est la beauté. L'absolu. La beauté totale. Cette plante inimaginable qu'on peut voir au jardin botanique. Et après en avoir vu une qui est très belle, après avoir tourné à peine la tête, on en voit une encore 2 fois plus belle, 3 fois plus belle.
Et un de ces jours, on vous en présente une qui est merveilleuse, qui s'étend la tige et qui vous bouffe en sortant la langue et qui vous avale d'un seul coup. Elle s'appelle Beauté mangeuse d'hommes. Il fallait regarder la pancarte. Parce que la beauté est quelque chose qui nous absorbe, qui nous donne la vie, donne un sens à l'existence, parce qu'elle est un absolu, parce qu'elle est un plaisir et parce qu'elle confirme en nous notre immortalité. Autant de beauté ne peut pas mourir. Nous le savons à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas nous le cacher. C'est pour ça que nous sommes à la recherche de cet absolu. Parce que lorsque nous côtoyons la beauté, nous avons l'impression d'immortalité. C'est à ce moment-là que nous nous disons, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce paysage auparavant, d'avoir vu cette chose auparavant, d'avoir vu cette personne auparavant. Pourquoi se détourne-t-elle de moi? Elle fait déjà partie de ma vie. Je la reconnais en moi. Je l'ai vue dans d'autres vies, j'en suis sûr. La réincarnation doit exister, c'est certain. Non, c'est que vous venez au monde. Maintenant. Puis le monde, il apparaît dans toute sa splendeur. Caché, ce qui était caché est révélé. La beauté se révèle. Rétroactivement, dans vos rêves les plus cachés, qui datent peut-être de 20 ans, 30 ans, vous avez rêvé à cette beauté que vous voyez maintenant. Et elle vous invite, mes chers amis, elle vous invite à sortir de la petite vie trop restreinte, bourrée de peur, bourrée d'angoisse, bourrée d'interdits. Et elle dit merde à l'interdit pour vous soustraire de la mort, pour vous soustraire du fini, pour vous donner le goût d'être immortel. Les plantes ne sont pas faites, les fleurs ne sont pas faites pour fleurir sur votre tombe. Elles sont faites pour fleurir pour votre plaisir. Ça fait penser aux gens qui vont dans les salons funéraires. Ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas vu quelqu'un. Là, la personne a 100 ans, elle meurt. Là, ils vont la voir. Ils s'en vont manger les sandwichs en même temps. Puis là, tu vois un paquet de fleurs extraordinaires. C'est assez que je ne vais pas trop souvent dans les salons funéraires parce que ça me fait détester les fleurs. Il y a des gens qui développent des phobies aux fleurs. À un moment donné, si tu les associes toujours à la mort ou un petit pot en... Je refuse. Je refuse. Je refuse la maladie. Je refuse la laideur. Je refuse la mort. Je vais résister longtemps. Ça, c'est mon programme. Parce que le doute s'évapore. J'ai beaucoup plus de plaisir maintenant que j'en ai jamais eu dans toute ma vie. Je jouis beaucoup plus qu'à 20 ans. 1000 fois plus qu'à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, je ne le savais pas que j'étais beau. C'est en regardant des photos que j'ai dit, merde, fallait-tu être niaiseux? Pogné, en noir et blanc. Et quand tu t'éveilles, ça donne un coup de pied où on le pense, là. Tu ne peux pas t'éveiller à moitié. Il y a une sorte de colère. Mais pourquoi j'en ai pas profité? Parce qu'il y avait toutes ces peurs. Parce qu'il y avait tous ces empêchements. Parce qu'il y avait tous ces interdits. Parce qu'il y avait toutes ces choses qui nous empêchaient de goûter à notre divinité. Mes amis, c'est le paradis à tous les jours. C'est Noël à tous les jours. Plein de cadeaux.
mais on se refuse de se les donner. C'est votre fête à tous les jours. Je vous interdis de vous sentir malheureux, ne serait-ce qu'une seule seconde, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a pas sa place. Si on s'est enragé contre vous dans le passé pour vous faire peur, moi je m'enrage pour que vous ayez vraiment, vraiment, vraiment peur de la peur pour que vous en débarrassiez une fois pour toutes. Osez aller trop loin. Vous êtes sûr d'y arriver. Allez trop loin. Il y a encore de la place. N'oubliez pas que vous vivez dans un univers infini. Osez. Vous allez me dire, vous êtes seul, il n'y a pas personne. Il n'y a pas d'excuse. Je m'en fous, même si vous rencontrez une sorte de fée carabosse qui vous transforme en crapet soleil, vous pouvez encore avoir du plaisir dans un état. C'est pas un problème. Il faut l'avoir essayé. Par exemple, un jour, j'ai pilé sur le pied d'une sorcière pour me transformer en grenouille. J'ai eu du fun. Le sortilège a duré une journée. Bon. J'ai la fin de l'histoire, c'est qu'une belle princesse qui m'a embrassé, puis pouf! Voilà. Il en est resté quelque chose. C'est tout. Vous avez donc le droit de ne pas devenir conformiste. Le monde est conforme. C'est d'une platitude. Mais c'est d'une platitude. Y a-t-il un vêtement plus weird qu'un Bermuda? Puis là, c'est en mode aux costumes de bain là, qui sont étranges. Ce qui est beau, c'est la liberté. J'ai une amie qui invente ses vêtements, qui invente ses robes. Elle est magnifique. Elle n'a pas la taille, mais elle est magnifique. Pareil, parce qu'elle crée. Vous avez peur. Vous pensez réellement que vous êtes fait pour entendre en ligne dans ces hôpitaux. Vous pensez réellement que vous êtes fait pour des malaises cardiaques. Moi, j'ai pris ma décision. C'est non. On peut encore parler à son cœur. On peut encore parler à ses intestins. On peut encore parler à son cerveau. Et tous ces gens-là, bon, qui meurent d'un cancer ou qui attrapent ici, de la picote volante, la bébite de leurs horreurs, parce qu'on trouve... C'est de la peur de vivre. On se suicide, on ne meurt pas! Et on se suicide souvent avec 1000 petites et une excuse grugeante. Parce qu'on ne se sent pas libéré de notre peur. C'est comme ces gens qui disent, je sais pas si je dois téléphoner au patron pour dire si je dois pas rentrer au travail. Maudit, j'aimerais un congé de 6 mois. Puis tu fous le camp en bas d'un escalier, tu l'as ton congé de 6 mois. Mais c'était-tu nécessaire de te casser la colonne? Parce que si tu ne t'occupes pas de ton inconscient, il va la prendre, la décision. Qu'est-ce que c'est qu'un accident? Un accident, c'est un inconscient qui a décidé de prendre une décision. Tu peux te foutre en dessous d'une voiture. Tiens, t'as voulu retraité à 35 ans. Es-tu content? T'es en chaise roulante. Puis t'as des maudites bonnes assurances. Oui. Il n'y a pas d'accident. Il y a simplement des accidents préparés pour des excuses subtiles, sombres,
vicieuse, non révélée à la conscience. C'est une formidable haine de soi. Devant autant de beauté, je ne peux admettre la laideur. Parce que ces deux antithèses ne peuvent pas cohabiter ensemble, à moins de l'avoir créée. Et si nous avons créé des forces sataniques, nous ne sommes pas obligés de cohabiter avec. Mes amis, les choses commencent d'une manière très subtile. À chaque fois que j'ai du plaisir, que c'est pas le temps qu'on me téléphone, le téléphone, il sonne. Et c'est pas Pierre, c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours une sorte de chose inutile. Et ça, c'est vraiment au niveau de la synchronicité extraordinaire. C'est toujours un téléphone inutile. Un mauvais numéro, un ci ou un ça. C'est immanquable. J'ai été obligé de parler à mon téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est que les petits lutins? C'est des places qu'on n'occupe pas. C'est des places où on n'est pas. Dans la sainte présence de notre infini. Là où il y a un trou en vous, une inoccupation, ça sera occupé, mais par une force étrange, par une force noire, qui n'est pas vous. Et qui ira se tisser à partir de la greffe de la culpabilité. Je me questionne très sérieusement sur la maladie, sur la manière que les gens finissent. Je me questionne. J'y vois de moins en moins d'ADN. Je ne vois pas toujours une histoire de chromosomes et d'hérédité. Et même si c'était le cas, le but de la magie, c'est de la changer. Parce que le corps est un matériel sur lequel on peut travailler, c'est un matériau. Et l'outil de ce travail, c'est le plaisir. C'est un plaisir qui vous donne des ailes. C'est un plaisir qui vous permet de jouir et de transformer votre chair en une substance sainte. On va être prêt pour Pâques. Hein? Vous êtes fait pour entrer dans votre église. Vous êtes construit pour aller communier à votre temple. Vous devez comprendre que votre chair n'est pas une chair qui doit être crucifiée sur la croix. Vous n'êtes pas un martyr, mais que votre corps doit être un temple de plaisir, d'orgasme et d'éternité. Et on est loin d'un gars qui a mal sur une croix. On m'a présenté ça quand j'étais un enfant. Aujourd'hui, voilà ma réponse. Ça ne veut pas dire que je nie les valeurs de la divinité du Christ. Ça veut dire que je nie les cochonneries que l'Église me fait. Et les bâtards de cette civilisation où les gens vivent de la crainte, de la peur, de l'angoisse, de l'interdit, qui vont voir les médecins, les psychologues, le psychiatre, la pilule et tout ce que vous voulez. Puis on se demande d'où ça vient. Bon, on est pollué. Aujourd'hui, je regarde la presse. Une seconde! Je dis, c'est de la merde. Tu vois un type qui a changé de pays du monde puis qui a appris la triste nouvelle qu'il a un cancer. Là. J'ai dit, Christ, non, c'est pas ça dans la presse.
Ça donne des maladies, des suggestions pareilles. Les gens sont sensibles. On peut attraper une maladie juste en y pensant. On n'est pas un matériel. On est un papier buvard au niveau des émotions. Ça prend énormément de centricité pour cesser de boire n'importe quoi. Vous avez le devoir de fréquenter des gens joyeux et de canceller les gens tristes, plates, agonisants, crachant continuellement le venin négatif sur vous, à moins de faire de la relation d'aide. Et encore là, vous devez être prudent. C'est comme les gens qui font du Reiki, comme les gens qui font de la massothérapie, beaucoup. Tu ne peux pas toucher n'importe qui. Ça peut être dangereux. Je suis d'accord pour la réflexologie, ça passe, ça va. Mais quand tu commences à toucher à un corps, ça peut être dangereux. Parce que le corps n'est pas un objet matériel. Parce qu'il est construit d'énergie, de lumière, de pensée, d'intention, et qu'on peut attraper l'autre. Et que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas baiser avec n'importe qui. Parce que être en amour ou faire l'amour à quelqu'un, c'est communier avec. Il faut que ce soit expliqué, compris. Et quand on est jeune, on ne le sait pas. On a de l'énergie. On pense qu'on est juste un organe sexuel. Et quand on commence à prendre un peu plus d'âge et de sagesse, on comprend que l'être humain est une totalité. Un ensemble lumineux, comme une étoile reliée à toutes les autres étoiles de l'infini. On est en fait sacré. Quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Le reste n'est qu'une question de décision. Vous allez me dire, Normand, c'est pas pratique parce que vous avez peut-être un emploi que vous n'aimez pas ou un emploi qui peut être difficile. Je vous demande pas de quitter votre emploi. C'est pas ça. Je vous dis, pensez-y comme ça et regardez ce que ça fait dans votre vie. Dans la magie, je ne demande jamais rien. Je suis. Et les choses s'ajustent. Qu'est-ce que c'est que le monde extérieur? Rien d'autre qu'un ajustement à mon intérieur. J'ai jamais rien demandé. Mais le monde apparaît, comme je l'ai enseigné plusieurs années, le monde est une apparition phénoménale. Je dis simplement qu'il faut avoir au moins une fois dans sa vie entendu cette chose-là. La vibrer. Comme une parole, comme le vent qui passe, qui nous caresse la joue en disant « c'est bon ». Il faut se souvenir de ce que l'on est. On est divin. On n'a pas de limite. Puis notre but, c'est une jouissance infinie. Ce fait un immense plaisir de vous parler ce soir. Un grand plaisir que vous soyez là. Et de me laisser, en fait, être dans cette créativité où il me plaît ce soir de dépasser les limites, de l'entendement, de la conformité, bien expliqué. C'est un grand plaisir, mais j'ai complètement perdu la notion du temps. Je sais que Pierre doit travailler. J'ai pas aucune notion du temps présentement. Ah ben là, j'en ai une, c'est pas si mal. Crescendo. Il a passé quelque chose? Bon, si tu dis, je pense que ça l'a brûlé la caméra. Ah, mais ben, j'espère que non, ça coûte assez cher quand même. C'est quelque chose ce soir, non?
Mes chers amis, pour quelqu'un dans le domaine de la santé, je pensais que tu étais pour m'attendre avec un marteau en bas. Il me dit, pas contre les pilules! Parce qu'un marteau, ça fait pas assez mal. Oui, mais un être construit sur le plaisir comme moi ne pourrait pas avoir mal. Non, j'ai trouvé mon arme. La beauté, j'ai compris. Ah, la beauté, la beauté, la beauté. Savez-vous combien d'années a duré une de mes peines d'amour? 2 secondes. Non. Combien d'années? 15 ans. J'ai souffert 15 ans d'une peine d'amour parce que c'est un visage que je n'arrivais pas à oublier. Et j'étais... il faut que je vous raconte ça, parce que j'étais... Ça continue. Parce que j'étais... Pendant 15 ans, juste avec l'apparition de cet être devenu un absolu de rencontrer un tel visage. Alors vous allez me dire, jusqu'où t'es allé? Jusqu'au bout de ma folie. Je prenais ma voiture, je me mettais devant les escaliers, ça a duré des années. Mais j'ai dit, mais les gens que je voyais en consultation, avant que ça m'arrive, en 1991, je dis, je sais pas de quoi ils parlent quand ils me parlent de l'amour. J'ai aucune espèce d'idée. C'est quoi cette maladie-là? Oh, croyez-moi, j'ai su comment est-ce qu'elle commence. Elle a commencé par un visage. Alors c'est là que j'ai compris que la beauté, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui était très souffrant, c'est lorsqu'elle nous échappe. C'est l'enfer. Mélangé avec une dimension extraordinaire. Mais je suis très heureux d'avoir vécu ça. Parce que je me rends compte que j'ai vraiment vécu quelque chose de très intense. Et encore, il n'y a pas plus loin que 2 ans, cette personne me dit, penses-tu, c'est une personne narcissique, penses-tu, est-ce que tu penses encore à moi quelquefois? Je lui ai dit non, bien entendu. On ne peut pas oublier la beauté quand on rencontre des artistes. Alors, mes chers amis, ça a été un immense plaisir. Mais je ne pensais pas que pour perdre la voix au bout de 5 minutes après ma conférence, là, je me suis laissé être, puis le corps ne suit pas. C'est pas de ma faute. C'est un immense plaisir. Vous comprenez que se donner, c'est ça, mes amis. Quelque chose en moi se donne. Quelque chose en moi qui n'est pas juste un corps, qui est une énergie, se donne, passe. Mais j'en garde un tout petit peu. Je la retiens. Et dans les grands silences, entourés de beaux petits animaux, elle m'accompagne, cet absolu m'accompagne dans le silence de la forêt. Et je vais vous confier quelque chose de terrible. Il m'arrive d'être tellement bien que je mets le couvercle sur les graines de tournesol parce que ça m'arrive que les mésanges m'énervent. Parce que quand ils sont 10, à faire... ils me stressent. J'ai dit là, OK, là, le mot que je dirais pas, ça va faire. OK. Là, c'est assez. Tiens, le couvert. Ou alors, j'appelle Joe l'écureuil, lui, il règle ça en 5 minutes. Il part avec le sourire. Et puis, les petites mésanges, allez ailleurs, on s'en verra demain. C'est comme ça.
Je me surprends à être énervé par des oiseaux. Faut-tu vraiment vouloir la paix, là? Tu sais, ça a l'air d'une affaire de rire du festival juste pour rire, non? Parce que, tu sais, t'as l'impression de jouer dans The Birds, là, tu sais, là, t'en as 10, tu sais, puis là, il n'arrête pas, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu dis, non, on regarde, je suis pas Alfred Hitchcock, là, c'est lui qui l'a fait, l'argent. Il a hypothéqué sa maison. Je veux vous raconter, parce que j'ai regardé le film d'Hitchcock hier, quand il a tourné The Birds, parce que je veux parler d'un créateur. Évidemment, je parle d'un gros monsieur, là, pas un gars comme moi qui est tout mince, hein, je suis mince de même, hein, bon, tu sais. Un gros monsieur, là, vraiment gros, c'est une espèce de... Quand c'est arrivé avec le film Psycho, la Warner Brothers, la Fox a dit, on ne te donnera pas une maudite scène pour ton film d'attardé, là. Et c'est scandaleux. Ça n'a pas d'allure. Il a hypothéqué sa maison, qui valait en 1958 800 000 $. Et puis Fox, il dit, OK, tu veux le faire, ton film, on va t'avancer, tu as besoin de 800 000, on va t'avancer 40 %. D'accord. Fait que finalement, il a sorti le film et dans 2 petites salles, puis là, tu avais la censure, tu avais ci, tu avais ça. Ah, ça pognera pas, ça pognera pas. Mais il y avait une femme extraordinaire. Toujours est-il que avec 800 000, il a fait 35 milliards. Et la Fox a pleuré. Mais pas un génie qui est passionné par la créativité et par l'audace. 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 Il faut être audacieux pour réussir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut foncer. C'est comme ça que je me sens avant une conférence, parce que je ne sais jamais vraiment qu'est-ce que je vais dire. Mais quand je regarde tous ces artistes, j'aimerais tellement dire une chose au monde, et à vous, spécifiquement. Vous êtes beau, le savez-vous? Jusqu'où? Sans limite. Vous aimez-vous? M'a-t-on dit que vous commenciez à faire de la guitare? Au lieu de sombrer dans de sombres pensées, ben vous êtes en train de naître, madame. Naissez. Naissez. Et laissez les producteurs s'approcher de vous. Parce qu'après une telle invitation, on vous en demandera peut-être une autre. Merci beaucoup. Merci,